Nous sommes de retour dans cette deuxième partie du Club de la Presse. Et je le disais dans l'introduction, nous parlons du cas du docteur Sahabo, ancien directeur de Kira Hospital, qui a été ramené de l'hôpital Roi Khaled vers sa prison alors qu'il était censé avoir des soins. Bob vient de nous rejoindre. Bob Rugurika, directeur de la télé de la radio RPA. Bonjour Bob et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation et je m'excuse un peu du retard. Il n'y a pas de souci. Nous allons donner la parole à Albert en premier parce qu'il va nous partir dans quelques minutes. Albert, nous parlons de ce Burundais docteur d'un hôpital qui a été ramené de sa chambre d'hôpital pour le ramener en prison. Comment vous analysez ça? C'est une nouvelle vraiment qui tellement triste, mais en plus de cela, je veux dire, c'est comme si c'est des choses qu'on ne s'imagine pas qu'au 21e siècle, avec tout ce qu'on a déjà vu, qu'on se retrouve dans ce genre de situation dans un pays voisin, frère, on est les mêmes, mais entendre que, je veux dire, on a une situation où il y avait un hôpital qui permettait de donner des soins, d'un certain niveau, qui fasse que, au lieu d'aller même à l'étranger, au Kenya, ou même aujourd'hui au Rwanda, etc., tout pouvait se faire, et tout dégénère, et que ça devient que les gens qui ont fait cet hôpital se retrouvent en prison et qui reçoivent ce genre de traitement. Enfin, je veux dire, c'est bizarre. Je veux dire, c'est tellement anachronique, mais en plus, on se demande, mais comment c'est possible? Je veux dire, et d'ailleurs, comment personne d'autre n'en parle, à part les Burundais? C'est comme si, en fait, le Burundi était devenu un paria, même à un tel point que même plus personne n'en parle. Tellement que, enfin, en tout cas, je trouve que c'est vraiment triste d'être à ce moment-ci de notre histoire, d'en arriver à une situation qui aurait, on se dit, peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais aujourd'hui, franchement, d'en être là. Avec ce tel traitement que vous avez décrit, mais comment, pourquoi, et pourquoi avoir cette telle méchanceté. En tout cas, ça, c'est vraiment, ça me laisse la bouche bée et d'autres personnes auxquelles on a discuté ce genre de choses. J'aimerais bien entendre de votre part, les Burundais, comment vous le voyez, parce que c'est pour nous, voilà, ici en tout cas au Rwanda, c'est bizarre. Alors, Bob Rugurika, je sais que vous avez suivi de près cette question du docteur Sahabo depuis son arrestation. Aujourd'hui, on en arrive à ce que des soins lui soient refusés. Qu'en dites-vous? Bon, heureusement, je vais embrayer un peu par le questionnement qu'Albert soulève tout de suite quand il dit, bon, j'aimerais vraiment en apprendre de vous, de votre part. Au fait, le cas du docteur Sahabo, c'est une preuve, au fait, de la voyoucratisation, si je peux vraiment emprunter le terme. Ça démontre la voyoucratie qui s'est emparée du sommet de l'État burundais. Parce que, comme vous le dites vous-même, aujourd'hui, il s'agit au fait de quoi? Il s'agit d'un médecin burundais, spécialiste, qui a osé, là où les autres ont hésité, qui a osé emprunter, qui a osé investir au Burundi. Vous savez tout ce qu'Albert vient de le dire. L'hôpital Kira Hospital, c'était aujourd'hui la référence en termes d'infrastructures sanitaires au Burundi. Il y a des gens qui quittaient le Congo, il y a des gens aujourd'hui qui quittaient un peu l'Ouganda pour venir prendre des soins au Burundi. Alors, l'investisseur, le promoteur, c'est le docteur Christophe Sahabo. Aujourd'hui, ce qui est arrivé à lui, c'est la preuve au fait qu'au Burundi, il y a aucune notion de l'État. Parce qu'on assiste à une volonté des décideurs de l'État, pas même de l'État, des décideurs du parti au pouvoir, qui veulent exproprier un citoyen, donc son hôpital. Donc, aujourd'hui, vous l'avez vu, la genèse de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des gens au sein du parti au pouvoir
qui ont nourri des appétits, qui ont nourri des ambitions, qui ont développé des velléités corruptives pour vouloir s'emparer de l'hôpital. Alors, ils ont exproprié l'actionnariat privé, les gens du régime, parce qu'ils ont voulu prendre tout le contrôle financier de l'hôpital. Alors, ça, c'est qui? C'est le vice-président du conseil d'administration, c'est un certain Charles Ndagijimana. Bon, il est connu un peu pour son sens irresponsable. C'est quelqu'un qui a dirigé la Cour constitutionnelle, c'est quelqu'un qui a dirigé la milice Imbonerakure du parti au pouvoir. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui dirige une compagnie d'assurance qui est aussi actionnaire dans l'hôpital Kira Hospital. Alors, c'est lui qui a orchestré tout ça, soutenu par le patron des services de renseignement. Donc, vous comprenez le degré de l'implication de l'État. Et les deux messieurs, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Eux, ils avaient ciblé des montants énormes qui étaient dans les caisses de l'hôpital Kira Hospital, mais aussi un financement allemand qui était en cours. Ils voulaient mettre la main sur ce financement puisque c'était en termes de millions de dollars. Et pour le faire, ils ont vu qu'ils doivent d'abord supprimer l'élément gênant. L'élément gênant, c'est le promoteur de l'hôpital. C'était le docteur Christophe Sahabo. Alors, ils ont planifié pour l'assassiner. Je pense que ça devrait être le 1er avril, moi aussi. Je peux un peu, mais je sais que c'était au mois d'avril, en 2022. Alors, ils ont planifié le supprimer. Les services de renseignement sont allés pour le tuer à son bureau. Et heureusement pour le docteur Christophe Sahabo, ils ont trouvé qu'il était en réunion avec d'autres actionnaires, notamment des ressortissants français, dont le docteur David Quilon. Alors, c'est là où le plan d'assassinat a cédé au plan d'enlèvement. C'est comme ça que Christophe Sahabo a été enlevé. Alors, vu qu'ils avaient échoué de le supprimer, de l'assassiner, ils ont décidé de l'enlever et de le détenir illégalement. Au fait, pour les gens qui ne le savent pas, ça fait 2 ans exactement que Christophe Sahabo est traîné d'une prison à l'autre, mais sans procès, sans dossier judiciaire valable. Et pour ceux qui ne le savent pas aussi, Christophe Sahabo, aujourd'hui, dans le cadre du dossier Kira Hospital, a 2 procès dans la seule et unique justice burundaise. Donc, il y a un procès que lui-même a intenté contre les spoliateurs de l'actionnariat privé au tribunal du commerce, et il y a le ministère public qui poursuit le docteur Christophe Sahabo au parquet général. Donc, vous comprenez qu'il y a de l'incohérence même dans le dossier. Alors, pour revenir au fond du dossier, c'est quoi? Au départ, il y a 2 messieurs qui veulent un peu voler l'argent dans les caisses de l'État. C'est notamment le patron des services de renseignement, le général Ildefonse Habarurema, et c'est le patron aujourd'hui de la compagnie d'assurance Sokabu, Charles Ndagijimana, mais malheureusement qui vont impliquer le chef de l'État et son épouse. Rappelez-vous que le président de la République s'est déjà exprimé sur le cas Sahabo. Il l'a déjà condamné. Et vous le savez, au Burundi, il n'y a pas de séparation du pouvoir. Le président de la République, en tant que magistrat suprême, entre guillemets, mais il a déjà donné le ton. Aujourd'hui, il y a des magistrats, il y a des hommes de droit qui le disent clairement que Christophe Sahabo est emprisonné et détenu par la famille présidentielle, puisque le président s'est déjà prononcé pour son arrestation et pour sa détention. Vous comprenez qu'il n'y a aucun juge, aucun magistrat aujourd'hui qui peut aller à l'encontre de la volonté du président. Et pour clore un peu mon propos, c'est que dans cette logique d'expropriation de l'actionnariat privé chez Kira Hospital, les 2 bandits, entre guillemets, franchement, je dois un peu le dire ainsi, sont allés convaincre le président et son épouse que s'ils suppriment Sahabo dans le dossier Kira, ils vont donner sur un plateau d'or tout l'hôpital à la première dame. Et vous savez que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est en train d'investir dans le secteur hospitalier. Donc, je vais dire l'épouse du président. Donc, un peu pour clore mon propos, Sahabo est victime des velléités corruptives du couple présidentiel. Alors, on ne pourra pas malheureusement aujourd'hui parler du fond de l'affaire Sahabo et toutes les implications qu'il y a dans ce dossier, mais il nous semble aussi, justement, pour revenir
à sa prise en charge médicale. Le docteur était malade, cela faisait une semaine qu'il n'avait pas droit aux soins et il a eu un malaise en pleine audience. Il a été amené à l'hôpital avec l'assistance de ses avocats et malheureusement, l'assistance médicale n'a duré que quelques temps et il a été ramené à la prison centrale. Comment on peut en arriver à refuser des soins à une personne malade, même si cette personne est poursuivie pour on ne sait pas encore quoi dans son dossier? Juste une petite nuance. Le docteur Sahabo est l'initiateur du projet, effectivement. Il est actionnaire, avec un actionnariat suisse aussi, mais aussi un actionnariat de l'État via la Socabo probablement. Donc, ce seront les actionnaires, mais le promoteur, effectivement, l'initiateur, c'est le docteur Sahabo. Maintenant, ce qui est en train de lui être infligé, je dirais, comme le dit la chanson, plus rien ne bétonne, plus rien n'étonne les Burundais avec ce qui se passe dans leur pays. On voit tellement de choses absurdes, tellement de choses inconcevables, qu'une chose inconcevable de plus n'étonne personne, même si ça reste insupportable pour tout le monde, même si ça ne doit pas être, même si on ne doit pas s'accommoder de cela, même si on doit tout faire pour dénoncer, pour agir, pour que ça change, etc. Des comportements comme cela, vous savez, les gens qui tuent, ils ont tué des milliers de gens, ils ont torturé des milliers de gens, ils ont fait disparaître des milliers de gens, les viols, etc. Les gens qui sont en prison, qui ont terminé leur terme, les gens qui sont en prison, qui n'ont jamais été jugés pendant des années, etc. Donc, il y a une accumulation de choses absurdes, de pratiques absurdes, cruelles, caractérisées toutes pratiquement par une cruauté qui dépasse l'entendement. On n'avait pas encore vu des gens aller arracher des sérums d'un malade, l'embarquer pour l'amener en prison et refuser qu'il ait accès au traitement. Mais encore une fois, il n'y a plus rien d'étonnant dans ce qui se passe dans notre pays. Ce qui est vraiment fondamental, c'est de continuer à dénoncer, continuer à agir, faire en sorte que le docteur Sahabo ait droit au moins à un traitement humain dans la prison où il se trouve, même si c'est presque une illusion, mais quand même qu'il ait droit à un traitement médical, qu'il ait droit à la justice, comme d'autres Burundais qui devaient avoir droit à la justice. Donc c'est vraiment Qu'est-ce qui étonne encore au Burundi aujourd'hui? Il y a plus rien qui étonne. Il n'y a plus de limites qu'on puisse croire infranchissables par certains services de l'État burundais. C'est malheureusement aussi plat que cela. Il n'y a plus rien d'étonnant avec les gens qui nous gouvernent. Bobo Boulika, ça fait 2 ans, vous l'avez dit, que Dr Sahabo est en prison. C'est pas la première fois qu'on parle de son état de santé. Et pourquoi on peut s'acharner à un homme dont la santé est fragile? Bon, je vous l'ai dit, je pense qu'effectivement, l'ampleur quand même de sa persécution, de son traitement cruel et inhumain, dénote effectivement de l'importance des hommes qui le maltraitent au pays. Donc, je l'ai dit tout à l'heure que c'est le chef de l'État, c'est le président Evariste Ndayishimiye qui est au sommet du groupe aujourd'hui mafieux qui cherche quand même la mort du docteur Sahabo, que ce soit sa mort physique ou bien sa disparition tout simplement dans la gestion de l'hôpital. Donc, vous comprenez que dès lors que les autres garçons de course, et notamment tous ces policiers aujourd'hui qui le séquestrent sur son lit d'hôpital, aujourd'hui j'apprends que il est même privé des visites à la prison. Vous comprenez que c'est des gens qui le font parce qu'ils savent que Sahabo a affaire à des hommes puissants dans ce pays. Donc c'est ça qui explique l'acharnement, c'est ça qui explique la brutalité avec laquelle Sahabo est maltraité. Je pense que il faut vraiment chercher cette explication au niveau du statut des hommes qui le persécutent, des hommes qui cherchent sa peau. Il faut préciser, si vous permettez, s'ils ont essayé de le tuer il y a 2 ans, pourquoi ils n'essaieraient pas de le tuer d'une autre manière aujourd'hui? Ça peut être aussi cela. En lui refusant les soins, vous voulez dire? Ben oui, ça aussi. Ça relève aussi du traumatisme, parce qu'il est suffisamment traumatisé psychologiquement. Donc maintenant, si ils activent aussi ce traumatisme au niveau physique, on ne sait pas ce que ça peut donner. De toutes les façons, les gens qui le voient, ils ont dit que c'est vraiment un homme
affaibli, c'est un homme meurtri, quoi. Il y a quand même quelque chose qui est étonnant dans le dossier, dans le cas du dossier Sahabo. Ça fait 2 ans qu'il est en prison. C'est vrai qu'on en a entendu chaque fois qu'il y avait une audience, chaque fois qu'il y avait un nouvel élément dans le dossier, mais on ne sent pas une forte mobilisation derrière ce cas-là. Est-ce que c'est vraiment normal? D'autant plus que le docteur Sahabo, il est aussi de nationalité suédoise, si je ne m'abuse. On ne sent pas vraiment une mobilisation autour de ce cas parce que c'est pas n'importe qui le directeur de Kira Hospital. Bon, si je peux me permettre à répondre, je pense que je peux répondre par oui et non. Oui, dans le sens où il y a quand même son dossier, son procès qui est un peu couvert par les médias. Son cas, il est vraiment présent dans les débats au niveau de l'opinion burundaise. Bon, j'ai entendu récemment que certains diplomates aussi timidement commencent à se saisir du dossier. Mais il faut aussi savoir, chère consoeur Alice, que le Burundi c'est devenu un état de non-droit. Au fait, aujourd'hui même les diplomates ont peur. Même les gens, moi je sais qu'il y a des gens à l'intérieur du régime qui sont contre le traitement réservé à Sahabo. Mais ces gens ont peur de perdre leur poste en voulant plaider pour quelqu'un qui pour le moment est écrasé par le sommet de l'État. Bon, mais comme vous le dites aussi, je peux dire que non, dans le sens où, vous savez, au Burundi, c'est devenu un pays de malheur, de misère. Aujourd'hui, il y a par exemple cette paupérisation générale de l'État burundais, de la population burundaise. Mais aujourd'hui, tout le monde est dans la consternation. Il y a la pauvreté qui est vraiment aiguë. Il y a beaucoup de violations massives des droits de l'homme. Donc, il n'y a pas que ce cas du docteur Christophe, parce que je pense qu'à un certain moment, l'opinion burundaise est vraiment dépassée. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que le dossier Sahabo, aujourd'hui, attire beaucoup plus d'attention, que ce soit au niveau de l'opinion burundaise, même au niveau de l'opinion internationale. Justement, nous sommes aussi en parlant d'opinion internationale où la présence aussi des étrangers dans ce dossier, dans la mobilisation de la communauté internationale. On a vu aussi quelque chose d'étonnant où des diplomates qui ont essayé d'aller voir le docteur Sahabo, mais à qui on a refusé l'accès à l'hôpital. Est-ce que cela est normal? Il n'y a rien d'anormal avec ce qui se passe dans notre pays. Il n'y a rien d'anormal. Et surtout, ce qui est intéressant, quand on voit la gravité des actes qui sont posés, ça veut dire aussi que c'est posé, que c'est sur l'instigation des gens très puissants. Beau parler du couple présidentiel, la liberté, la légèreté avec laquelle des pratiques extrêmes sont en action au Burundi montre qu'en fait, ces choses-là qu'on croirait absurdes et inconcevables, qui sont quand même rayées au Burundi, sont faites sur protection de gens extrêmement puissants. Donc, tant que le président de la République ne dit pas le contraire par rapport à ce qui est en train de se commettre dans le pays, n'empêche pas ces cadres de commettre ce qu'ils commettent, ce qu'ils découvrent, ce qu'il est avec eux. Il avait déjà dit, il a donné un feu vert il y a un bon bout de temps quand il disait que lui-même aurait mis en prison le test Sahabo. Donc, il y a un feu vert pour traiter Sahabo comme on veut. Tous ces cadres intermédiaires et autres peuvent le traiter comme ils veulent, parce que même le président a dit... Mais là, on parlait quand même des diplomates. Qu'est-ce qui pèse au Burundi? Des pays qui soutiennent le Burundi. Pourquoi le Burundi se permet une telle arrogance envers des pays qui soutiennent le Burundi? Vous savez, les pressions ne marchent qu'avec des États qui sont gérés par des gens sensés. Quand vous avez des gens qui ont dépassé toutes les limites du crime, de l'absurdité, il n'y a plus de pression qui tiennent. Quand vous avez des gens qui n'ont aucun projet pour leur pays, qui n'ont pas d'activité en cours, qui ne sont pas en train d'implémenter des politiques précises, qui dépendent quelque part aussi de ces soutiens extérieurs, donc c'est des gens qui... Il n'y a personne qui peut les impressionner parce qu'ils n'ont rien à... Ils ne sont en train de rien faire pour leur pays, ils n'ont pas de projet pour leur pays. Donc, il y a de quoi remplir les poches par le peu que produit le pays. Ils peuvent donc se passer de tous les autres aux alentours si nécessaire, s'ils considèrent que leurs petits intérêts sont en jeu.
c'est pas étonnant, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas la première fois, ce ne sera probablement pas la dernière fois, mais ce qui est par contre étonnant, c'est qu'on voit encore quelques complaisances malgré tout de certains dans ces milieux diplomatiques qui s'imaginent encore qui peuvent faire des affaires, qui peuvent coopérer avec un gouvernement comme celui-là. Mais au niveau de la coopération, est-ce que cela ne va pas avoir un impact négatif sur la coopération du Burundi avec les autres pays? Parce que le docteur, on l'a dit, le docteur Sahabo n'est pas n'importe qui. On sent quand même de la mobilisation qui commence à se mettre en place au niveau de la communauté internationale. Le geste diplomatique qui sont allés le voir n'est pas anodin. Est-ce que cela ne risque pas d'avoir un impact négatif sur la situation du Burundi, je veux dire la situation économique qui était déjà assez précaire? Mais absolument, absolument, parce que, comme vous le savez déjà, depuis la crise de 2015, le Burundi était déjà en état isolé. C'est un état aujourd'hui en faillite. Et de ce fait, le Burundi s'était déjà isolé sur la scène internationale. Vous savez que il sort difficilement un peu des sanctions internationales, mais aujourd'hui, je pense qu'avec le dossier Sahabo, ça va beaucoup plus empirer. Au fait, c'est parce que aujourd'hui, il y a des gens qui savent que ce pays, c'est une dictature. Aujourd'hui, toute la communauté internationale est totalement, entièrement convaincue que le Burundi est un État en faillite. Alors, le cas Sahabo déshumanise davantage les hommes au pouvoir. Le cas Sahabo aujourd'hui démontre même à tous ceux qui hésitaient encore qu'il n'y a plus rien à attendre de ces hommes au pouvoir au Burundi. Donc, vous comprenez que le dossier va impacter négativement, effectivement, sur les relations du Burundi avec ses partenaires ou bien d'éventuels partenaires, et surtout en termes d'investissement. Moi, je sais que le chef d'État a réuni il n'y a pas longtemps des diplomates à Bujumbura. Parmi les sujets à l'ordre du jour, il les exhortait à sensibiliser les ressortissants, les investisseurs, les hommes d'affaires pour venir investir au Burundi. Et une des réponses qui lui a été donnée, c'était un peu de dénouer le dossier Sahabo. C'était de dire, mais monsieur le président, vous avez déjà un investisseur, vous avez déjà des investisseurs qui ont un conflit grave avec l'État burundais et où on voit que c'est le droit qui est en train d'être piétiné par les institutions burundaises. Commencez d'abord à résoudre ce dossier et ça peut donner le ton pour tous ceux qui peuvent aller mobiliser chez eux. Ça a été ça la réponse qui lui a été donnée. Donc, vous comprenez que, comme Mozi l'a dit, c'est des gens qui ne se soucient de rien. Le Burundi peut crever. Les Burundais peuvent crever. Ces gens, ils s'en foutent. Donc, c'est ça le malheur des Burundais. Et nous sommes aussi justement en parlant de cette situation et son impact sur l'économie burundaise qui était déjà dans un état critique. On l'a dit dans cette émission, le docteur Sahabo n'était pas tout seul. Il a été aussi avec d'autres investisseurs étrangers. Est-ce que aujourd'hui son emprisonnement et surtout cette façon de vouloir avoir la mainmise sur l'hôpital qu'il a par le gouvernement burundais ne risque pas de démoraliser d'autres investisseurs qui voudraient peut-être venir s'implanter au Burundi? Si l'État, les gouvernants s'étaient limités à spolier l'hôpital, à se l'approprier, même s'ils ne sont pas majoritaires, ça aurait été simplement, je dis simplement, alors que c'est gravissime, une question d'insécurité juridique des investissements. Ça, c'est fondamental dans les investissements. Si on veut attirer les gens, il faut montrer que les lois protègent l'investissement qui est fait dans le pays. Et là, on apporte une preuve patente qu'il n'y a absolument pas de sécurité juridique pour ceux qui entreprennent dans le pays. Et comment on peut prétendre vouloir faire venir d'autres, comme le disait Beau? Les gens ne sont pas dupes. Tous ceux qui investissent veulent avoir une sécurité juridique. Il faut être sûr que son investissement est protégé par des lois qui sont compréhensibles, qui sont des repères plus ou moins universels. On voit à côté de chez nous des gens qui attirent, le Rwanda qui attire énormément d'investissements parce qu'il y a une sécurité juridique, justement. On voit d'autres pays, le Kenya, etc.,
qui attire les investissements parce qu'il y a de la sécurité juridique. Cette affaire-là, au-delà de l'aspect criminel qu'il y a sur la personne du docteur Sahabo, c'est un cas extrêmement illustratif de l'insécurité juridique totale qu'il y a au Burundi quant aux investissements. Et aujourd'hui, vraiment, pour le cas du docteur Sahabo qui est malade, qui a besoin de soins, Bob, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il ait accès aux soins et surtout à un traitement humain? Bon, franchement, je ne trouve pas de solution miracle pour que le dossier Sahabo puisse être considéré avec humanisme. Parce que, puisque les gens qui le détiennent, les gens qui donnent ce genre d'instructions sont connus, je vous l'ai dit. C'est le chef de l'État, c'est son épouse, Angéline, et c'est le patron des services de renseignement. Vous comprenez que moi, personnellement, je ne vois pas de message à donner à ces gens. Parce que c'est des gens qui, du jour au lendemain, se déshumanisent. Donc, moi, je pense que Sahabo peut être sauvé par la bonne foi de certains hommes au pouvoir. Ceux qui peuvent dire non, trop c'est trop, arrêtez, laissez cet homme se faire soigner, libérez-le, ne fisquez provisoirement pour qu'il puisse au moins avoir accès aux soins, mais aussi accès à une justice, à un procès équitable. Parce que ce qu'il est en train de subir, c'est de la persécution judiciaire pure et simple. Donc, je pense que ça va être probablement sauvé par des hommes de bonne foi à l'intérieur du régime, mais je n'en vois pas pour le moment. Innocent Mourozi, la santé du docteur Sahabo est quand même inquiétante et il a besoin de soins. Bob estime que ça va être sauvé par la volonté de sa santé sera sauvée par la bonne volonté de quelques hommes du régime, mais je ne vois pas qui serait aujourd'hui apte à le faire. Est-ce qu'une mobilisation, une pression internationale ne pourrait pas aussi peser dans la balance? Bon, il faut toujours répéter que les gens qui sont dans le système au pouvoir actuel ne pensent pas tous de la même manière, ne sont pas tous d'accord avec ce qui se passe dans le pays. Ça, c'est certain. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce genre de pratique, s'ils s'y opposent, ils s'opposent à la volonté du chef de l'État, du chef de service de renseignement, etc. C'est trop risqué pour eux. S'il y a une mobilisation de partenaires, entre guillemets, du Burundi, de ceux qui, d'habitude, vers lesquels le Burundi se tourne pour avoir un peu de ressources en devises, notamment, si ceux-là élèvent le ton, se mobilisent, il peut y avoir des progrès, ne fût-ce que d'un point de vue santé du docteur Sahabo, et aussi que justice lui soit rendue. Bon, c'est vraiment la seule option possible. Moi, je ne crois pas que ceux qui sont à l'intérieur prennent le risque de contrôler la volonté du président ou du chef de renseignement. Mais par contre, certains partenaires peuvent peser autant que faire se peut. Les Burundais ne peuvent plus peser tellement sur ce genre de situation parce qu'ils savent que c'est la même chose qui va leur arriver. Mais donc, pour l'instant, sur des cas comme cela, la mobilisation de la communauté internationale, entre guillemets, peut servir à quelque chose. Mais pour le reste des problèmes les plus globaux qui sont du genre, qui sont multiples pour d'autres Burundais, il va falloir que nous autres Burundais, on trouve nous-mêmes des solutions, parce qu'encore une fois, personne ne trouvera pour nous ces solutions-là disons, plus profondes, plus durables. Mais pour des cas ponctuels, il peut y avoir justement ces actions d'autres acteurs. Merci Innocent. Et Bob, pour terminer, c'est peut-être là que vous intervenez, mobilisation de la communauté internationale, mais aussi mobilisation des médias, que le docteur Sahabo puisse au moins avoir accès aux soins de santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Merci d'avoir participé à cette émission. Nous sommes à la fin. Nous allons continuer à suivre et le cas du docteur Sahabo et aussi le cas de négociations entre le Rwanda et la RDC sur la situation à l'Est et cette présence des FLN et des FDLR sur le sol burundais. Nous y reviendrons certainement dans d'autres numéros du Club de la Presse. Et merci à vous, amis internautes, qui nous suivez à travers les 4 coins du globe. Le prochain numéro du Club de la Presse, ce sera très bientôt et je vous souhaite de passer une excellente soirée.